Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit cours sur la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire. La vidéo que je vais essayer de vous faire n'est pas une vidéo pour apprendre le cours. C'est-à-dire que ça va être une vidéo qui va vous permettre de comprendre le cours, de le découvrir, mais pas de l'apprendre. Veillez à bien revoir la Ronéo une fois que vous aurez terminé de cette vidéo. Ok, super. Bon, bah, parlons un peu du sujet, la résonance magnétique nucléaire. Donc la résonance magnétique nucléaire, c'est juste un principe physique qui stipule que les protons d'un noyau peuvent résonner, peuvent tourner, peuvent ce qu'on dit spin. C'est très vague, je sais, ne vous en faites pas, on va revenir en détail sur ça. La RMN est la méthode physique qui nous permet d'obtenir l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc ça, c'est bien à comprendre. Ne mélangez pas RMN et IRM. RMN, c'est le procédé physique et l'IRM, c'est le résultat par l'imagerie. Donc ça, c'est à bien comprendre. Que ça, on va dire que c'est un proton. Il faut comprendre que ce proton tourne autour de lui-même, suivant un axe. Ok. Soit cet axe est vers le haut, on parle de rotation en plus 1,5, soit cet axe est vers le bas, et donc on parle de rotation en moins 1,5. Cette rotation est nommée le moment magnétique, nu. Okay. Il faut savoir que dans l'univers, ces axes-là sont éparpillés partout. C'est-à-dire que vous prenez 1 mm sur 1 mm, et bien vous retrouverez avec des spins par là, des spins par là, des spins par là. Bref, vous en retrouverez partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces spins s'annulent entre eux. C'est-à-dire qu'aucun ne domine. Par le simple fait que vous retrouverez toujours, l'inverse d'un élément. Bon, j'ai mis des croix dessus, je suis désolé, on ne voit plus très bien, mais vous retrouverez toujours son inverse. Eh bien, ce qui va se passer, dans une machine à IRM, on a notre patient, eh bien, ce qu'on va faire, c'est aligner tous les moments magnétiques pour pouvoir repérer les protons. Donc, la machine à IRM va commencer à produire, pas commencer à produire, elle va juste produire un champ magnétique qui s'appelle B0 et qui a pour rôle d'aligner tous les protons de la zone dans laquelle qu'on veut étudier. Ce champ-là s'appelle B0. En général, sa puissance, c'est entre 1,5 et 3 Tesla. Ça peut monter à 4, 5 Tesla, mais ça, c'est vraiment très rare. Donc, on est plutôt sur du 1,5 ou du 3 Tesla. Et en fait, on va donc aligner tous les moments magnétiques nus des protons. Mais aligner ne veut pas dire orienter. C'est-à-dire que on va forcément, enfin, ce qu'on va faire, c'est les aligner dans le même axe que B0, mais il y a deux orientations possibles pour les vecteurs. Soit il est vers le bas, ou soit il est vers le haut. Et bon, pour des raisons de physique quantique, les orientations parallèles à B0, c'est-à-dire ceux-là, sont plus stables que les orientations antiparallèles. Okay. Et donc en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on va se retrouver avec un nombre surnuméraire de protons avec un axe qui est parallèle à B0. Et c'est sur ces protons-là surnuméraires que l'on va baser toute notre étude. Pourquoi? Parce que ceux-là s'annulent, on ne peut plus les repérer. Donc, les protons surnuméraires, c'est grâce à eux qu'on obtient l'étude de l'imagerie par résonance magnétique. Et en fait, les protons surnuméraires présentent ce qu'on appelle un axe, eux aussi, qui est donc aligné dans la même direction, dans le même sens, dans la même orientation que B0, et qui s'appelle l'axe M. En fait, ce vecteur M représente la somme des moments magnétiques surnuméraires de la zone dans laquelle on veut étudier le patient, qu'on veut créer une image. Et ce qu'il faut comprendre, et ça c'est super important, c'est que le champ magnétique B0 est un champ magnétique. Qui dit champ magnétique dit qu'il va créer une précession autour de lui pour des éléments qui sont moins puissants que lui. Et du coup, M va graviter autour de B0.
Ok, donc il faut s'imaginer que le moment magnétique, lui, tourne tout le temps, constamment autour de B0. Tant que B0 est là, M tourne autour de B0. Ce qui va se passer, c'est que nous, pour pouvoir repérer les endroits dans lesquels se trouvent des protons d'hydrogène, car c'est grâce à la densité en protons d'hydrogène qu'on va pouvoir créer un contraste de gris et obtenir une image. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, en fait, pour pouvoir visualiser l'hydrogène, vous êtes d'accord que là, si je reste comme ça avec M qui est ici, qui représente l'axe des hydrogènes, et qu'ici j'ai B0, M est pour moi invisible. Même s'il précesse autour de B0, il est pour moi totalement invisible. Pour moi, pour tout le monde. On ne peut pas le voir, étant donné qu'il est caché par B0. Il faut pouvoir le libérer de B0, l'isoler et obtenir sa valeur pour en faire une intensité de gris qui après nous donnera une image d'IRM. Vous voyez les images d'IRM, il y a des parties plus claires, il y a des parties plus sombres. Bah, ça, c'est en fonction de M. Bon, j'ai facilité la chose, mais c'est plus ou moins ça. Donc en fait, il faut que je trouve un moyen pour libérer, pour isoler le vecteur M qui représente les protons. Et bien pour faire ça, je vais utiliser B1. Mais qu'est-ce que B1? J'essaie de faire un point d'interrogation. B1 est une onde radio. Donc elle est émise par une fréquence d'hertz. Et en général, on parle de mégahertz. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que B1 va venir cogner M et faire basculer M pour l'éloigner de B0. Et quand on va pouvoir l'éloigner de B0, on pourra mesurer M, entre guillemets mesurer M. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que B1 est plus faible que B0. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait que B1 arrive à basculer M alors que B0 est plus puissant que B1? Normalement, M doit rester auprès de B0. Oui, je suis d'accord. Sauf que il y a quelque chose de très important à comprendre. La fréquence de l'armor, c'est la fréquence à laquelle, si on cogne M, on a le plus grand transfert d'énergie possible. C'est-à-dire, imaginez-vous une balançoire. Normalement, je pense que vous avez déjà vu cet exemple-là. Si on prend une balançoire, je sais vraiment pas dessiner, je suis désolé. Elle est énorme, elle a aucun sens, je suis choqué. Bon, une balançoire, voilà. Tac. Bah, il est unijambiste, tant pis. Eh bien, le moment où nous, êtres humains normaux, on pousse la balançoire, eh ben, c'est au moment où elle est le plus haut. Ok? Donc à peu près comme ça. On la pousse et oui, il va. Voilà. Et bien là, on fait le transfert d'énergie le plus grand. Pourquoi? Parce que si je le pousse alors qu'il est ici, bah, il faudra que je mette beaucoup plus de force pour atteindre la même hauteur, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la fréquence de le pousser à chaque fois lorsqu'il est ici, eh bien, est bien plus puissante que lorsque il se trouve là. C'est le transfert d'énergie le plus fort, en fait. C'est là où on permet un maximum de transfert d'énergie. Eh bien, c'est quasiment la même chose pour le fait de pousser M. Donc, B1, il est à la fréquence à laquelle, lorsqu'on va cogner, entre guillemets, le vecteur M, il va basculer le plus loin de B0. Ok? Ça, c'est super important à comprendre. Une fois qu'on a parlé de ça, on peut rentrer au cœur du sujet. Si je balance M1, je crée ainsi une dimension. Soit il sera comme ça, soit il sera comme ça. Enfin, comme ça, parce que je ne peux pas encore les nommer. Justement, je garde le suspense. S'il est dans cette orientation-là, on appellera l'axe MXY. Et s'il est orienté comme ça, on dira l'axe MZ. Et ça, c'est super important. Donc B0, il est aligné à qui? Il est aligné à MZ. Bon, c'est plutôt MZ qui est aligné à B0, car B0, lui, est tout le temps là. Ok, ça, c'est super important. B0 est tout le temps là. On ne le supprime jamais. Donc, une fois que on a frappé M avec la fréquence de l'armor, enfin la fréquence de B1, qui est réglée sur la fréquence de l'armor, et bah M1 va basculer à 90 degrés. Et il va se retrouver dans l'axe MXY.
Et en fait, c'est là le cœur de la résonance magnétique nucléaire, ou plutôt de l'imagerie, c'est que la vitesse à laquelle B1, la vitesse à laquelle M va remonter, pourquoi elle remonterait? Parce que B1 est une fréquence, et une fois que on a couché M, on éteint la fréquence de B1, et on analyse la vitesse, parce que je vous ai dit que B0 est tout le temps là, eh bien on analyse la vitesse à laquelle M, ou plutôt le vecteur qui rassemble tous les protons surnuméraires, remonte autour de B0. Ok? Et en fait, en fonction de la vitesse à laquelle il va remonter, on va créer un gradient de gris. Et ce gradient de gris va nous permettre d'obtenir notre image finale. Après avoir fait basculer M, on aura deux temps, la création de deux temps. Le temps 1 et le temps 2. Lorsque on vient de faire coucher M et que M est couché, l'axe MXY est à 100%. Okay, à la fraction de seconde où on a couché à 90 degrés M, eh bien MXY est à 100%. Pourquoi il est à 100%? Parce que tout M se trouve dans l'axe XY. Et lorsque M remonte entièrement sur l'axe, je vous en dessine un autre, lorsque M remonte entièrement autour de l'axe MZ, pardon, eh bien on dira que ici MZ est égal à 100%. On dira pourquoi MZ est égal à 100%, car 100% de M est arrivé au niveau c'est aligné sur MZ. Et bien là, le temps 1, c'est le temps, donc T1, c'est le temps pour lequel le vecteur M a pris pour atteindre 63% de MZ. Donc T1, c'est le temps qu'il a fallu pour M pour atteindre 63% de MZ. Et le temps T2, donc là, par contre, il faut bien écouter, parce que ça, par contre, c'est important. Le temps T2, c'est le temps qu'il a fallu pour que 63% de MXY ait disparu. Qu'est-ce que signifie 63% de MXY est disparu? Eh bien, pour comprendre ça, il faut isoler les deux. Il faut isoler l'axe MZ et isoler l'axe MXY et les considérer chacun tout seul. Eh bien, dans un référentiel où on ne voit que MXY, eh bien, au moment où on va éteindre B1 et que du coup, notre ami M va remonter, eh bien, nous, on ne voit pas cette partie-là. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on isole MXY, on ne voit pas cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on observe, nous? On observe uniquement, j'essaie de zoomer pour faire genre, on observe uniquement la disparition, vous êtes d'accord? On observe uniquement, je ne peux pas zoomer plus que ça, on observe uniquement, ici vous voyez, la disparition de MXY. Et bien à partir du moment où 63% de MXY a disparu, donc qu'il en reste du coup 37%, on va dire par rapport à l'aveugle, on va dire ici, et bien ça s'appelle le temps 2. Et au contraire, le temps pour lequel M a rejoint 63%, celui-là correspond, on va dire, à peu près à l'aveugle ici. Ok? Donc ça serait T1. Et en fait, ce qui est super important, c'est que ces temps, T1 et T2, sont les temps qui nous permettent à nous d'obtenir un gradient de gris qui derrière nous donne l'image en IRM. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le T1 et le T2, c'est des valeurs fixes. C'est-à-dire que par exemple, le T1 du foie, c'est 500, le T2 du foie aussi, c'est 45 millisecondes, le LCR en T1, c'est 2500 millisecondes, et le LCR du T2, c'est 1000 millisecondes. Donc en fait, on est sur des valeurs qui sont fixes. Mais parfois, les radiologues ont besoin de pondérer leur image, de faire apparaître plus le T1 que le T2. Et en fait, pour cela, on a besoin d'un outil. On a besoin même de deux outils.
qui nous permettent de pondérer nos images. Après, à quoi ça sert de pondérer? Ça, c'est strictement pour les radiologues. C'est eux qui savent pourquoi, à quoi ça leur sert. Très probablement parce que parfois, ils ont besoin de voir une substance plutôt qu'une autre. Et donc, ils jouent sur la pondération en T1 et T2. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment je peux pondérer une image en T1 et T2. Qu'est-ce que signifie pondérer une image en T1 et T2? C'est faire apparaître le T1 au lieu du T2. Ça veut dire pondérer en T1. Faire apparaître le T2 au lieu du T1, ça s'appelle pondérer en T2. Et donc en fait, pour pouvoir pondérer une image, on a besoin de deux caméras, on va dire, de deux photos. Le premier qui s'appelle le TE et le deuxième qui s'appelle le TR. Le TR prend toujours en photo le T1 et le TE prend toujours en photo le T2. Comment on se rappelle? TR, c'est pour temps de repousse. Et on est d'accord que T2, c'est la vitesse de disparition. Et la vitesse d'apparition, par contre, genre la vitesse où tu as M qui a déjà basculé et que maintenant, nous, on a bloqué B1, eh bien, M va remonter. Le temps de repousse, eh bien, le temps de repousse, c'est TR. Et TR, prend toujours en photo T1. Super. Maintenant, très simplement, on va prendre par exemple ce graphique où je vais représenter deux T1 différents. On s'en fout desquels, on va juste représenter deux T1 différents. Un T1 court et un T1 plutôt long. Qu'est-ce que signifie court ou long? C'est que là, si je représente ici le temps, ici l'axe de repousse MZ, pardon, pas MX, MZ, ici ça représente 63%, donc c'est T1. Et bien là, on voit que T1 arrive plus rapidement, donc on a un T1 court, et ici, on a un T1 long. Donc là, j'ai bien représenté deux T1, un court et un long. Eh bien, oh là, pardon, excusez-moi. Et du coup, bah là, simplement, ce qui va se passer, c'est que le graphique, on le divise toujours par deux. Donc là, ça s'appelle le temps court, et là, ça s'appelle le temps long. Donc ça, c'est pour TR. OK? Et dans TR, on analyse les T1. Et maintenant, si je prends TE, je représente un graphique avec, voilà, un graphique avec deux T2, un T2 long, un T2 plutôt, on va dire plutôt court, et un T2 plutôt long. Ok? J'essaie juste de le refaire. Voilà, là ça fait plus joli. Bon, après on s'en fiche pour le reste. Donc là c'est pareil, ici c'est le temps, ici c'est 63% de la disparition de T2, donc 37% de T2 et T2 on va écrire, enfin de toute façon T2 c'est ici, excusez-moi T2 de toute façon c'est ici. Et pareil, on va diviser ça en deux parties. La partie court, le TE court et le TE long. Donc, si maintenant un radiologue il vient nous demander, je veux obtenir une image dans laquelle je peux observer la différence de T1 et je ne veux pas voir la différence des T2. Ça arrive, parfois il ne veut pas voir la différence entre les T2, il veut juste une image avec la différence des T1. Pourquoi? Parce que derrière, ça lui permet à lui de mieux analyser, de mieux interpréter. Eh bien, pour avoir une image d'IRM, eh bien, j'ai besoin du TE et du TR. Eh bien ici, pour voir la différence entre les T1, je rappelle que TR c'est pour T1, pour voir la différence entre les T1, est-ce que je vais prendre un temps court ou est-ce que je vais prendre un temps long? Eh bien, je vais prendre un temps court. Pourquoi? Parce que dans le temps court, j'observe que j'ai une différence entre les T1, alors que dans le temps long, je n'observe rien du tout. Donc, on dira que pour pondérer en T1, il nous faut un TR court. Mais pondérer, c'est voir majoritairement le T1. Donc, je veux nerf, je veux diminuer les T2. Je ne veux pas observer de T2 sur mon image. Alors, comment je fais pour ne pas pouvoir observer de T2 dans mon image? Bon, là, vous l'aurez compris, j'aurais peut-être dû dessiner ça un peu plus collé pour que ça fasse un peu mieux. Bon, ça fait pas très joli, c'est pas grave. Eh bien là, on voit que dans le temps court,
je n'observe pas de différence entre les T2, donc je n'aurai pas de différence de T2 sur mon image, alors que pour un TE long, j'observerai une différence entre les T2. Sauf que moi, je veux pondérer en T1, donc je ne veux pas voir de différence. Donc si je ne veux pas voir de différence, je prends un TE court. Donc, pour pondérer en T1 une image, il me faut un TE court. Et pareil, pour pondérer en T2 une image, il me faut un TR long pour justement ne pas pouvoir observer une différence entre les T1. Et par contre, je veux observer une différence en T2 parce que je suis en pondération T2. Donc, on dira qu'il faut prendre un TE long. Donc, pour faire un récap avant d'arrêter la vidéo, les protons ont un sens de spin up ou down. Dans un champ magnétique nommé B0, régi par la machine à IRM, elle aligne les moments magnétiques. Et ensuite, nous, grâce au moment magnétique surnuméraire, nous obtenons un vecteur qui s'appelle M. Ce vecteur M est aligné à B0. Et donc, par le fait qu'il est aligné à B0, il est pour nous 1. On ne peut pas l'interpréter. Pour l'interpréter, il faut l'isoler. Pour isoler M, on va utiliser la fréquence B1, qui est réglée sur la fréquence de l'Armor, donc le transfert d'énergie le plus puissant. On va faire basculer du coup M. Donc là, il y avait B0. On va faire basculer M. Une fois qu'on a fait basculer M, on a donc créé un deuxième axe qui s'appelle l'axe MXY et ici l'axe MZ. Et donc, ensuite, on coupe B1. Donc, après avoir rabattu à 90 degrés, si j'écrirais 90 degrés, après avoir rabattu à 90 degrés M, nous coupons B1. Et étant donné que B0 est un champ magnétique extrêmement puissant, il va instantanément, c'est le vecteur M, va instantanément se remettre à tourner autour de B0. Et donc la vitesse, j'écris une autre flèche, la vitesse à laquelle il va remonter, ça s'appelle T1 et ça indique 63% de la remontée totale de notre vecteur M. Et T2, donc T2 ça sera à peu près par là, et T2 correspond à 63% de la disparition du vecteur au niveau de l'axe MXY. Donc je vous rappelle, vous cachez pour mieux comprendre, il faut simplement cacher et se dire que la rotation ressemble à ça. Et donc ici, je me place bien à 63% de la disparition. Le vecteur, il est là. Son mouvement de rotation, ça va ressembler à ça. Eh bien, pour comprendre la disparition de MXY, j'isole simplement mon MZ pour pas qu'il m'embrouille. Et là, j'observe bien que ici, j'ai une sorte de disparition. Donc, effectivement, l'axe M n'existe plus, étant donné qu'il a disparu, le pauvre. Mais là, en rouge, c'est la trajectoire du vecteur M. On voit que si on isole l'axe MZ, la trajectoire du vecteur M correspond bien à une sorte de disparition de MXY. Ok. Et donc ça correspond du coup à plus que 37% restant. Pourquoi? Parce que T2, c'est 63% de la disparition de MXY. Et donc ensuite, grâce à ça, j'obtiens deux valeurs. Je vais essayer de refaire en noir. J'obtiens deux valeurs. J'obtiens la valeur de T1 et de T2. Nos radiologues, ils aiment jouer entre les T1 et les T2. Et bien pour pouvoir jouer entre les T1 et les T2, sachant que les T1 et les T2, c'est des chiffres, c'est des constantes, mais pour pouvoir jouer avec ces constantes, on va utiliser le TR ou le TE. Et là, je vous renvoie au schéma de tout à l'heure. Le TR court nous permet de voir une différence entre les T1, alors qu'un TR long
ne nous permet pas de voir de différence entre les T1. Et pareil, un TE court ne nous permet pas de voir de différence entre les T2, alors qu'un TE long nous permet de voir la différence. Et ensuite, vous choisissez le TR et le TE correspondant pour pouvoir pondérer votre image soit en T2, soit en T1. Voilà, voilà.